Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Député du Nord, membre de la Commission des Affaires sociales. Vous êtes le député qui, à 27 ans seulement, est en train de devenir la star de son parti, la France Insoumise. Votre indignation, elle vous vient d'où? Elle ne vous vient pas de vos parents, hein? Non, je n'ai pas hérité de mes convictions, si c'est la question. Moi, j'y suis venu d'abord par l'associatif, sur la question du droit au logement. Puis il y a eu un cheminement qui s'est fait de l'associatif vers le politique, en se disant que quand on commence à peu près avoir un diagnostic clair sur les choses, on a envie de pouvoir venir aux manettes pour faire en sorte de les changer. Voilà. Mais ça a été vraiment un cheminement au fur et à mesure et pas un héritage. J'ai pas baigné dedans, j'avais pas de votre père, il prédisposition travaillait à ça. chez EDF et votre mère est vendeuse dans un magasin d'optique, mais ils n'ont jamais Oui. vraiment voté la même chose. Exactement. Qu'allez-vous faire à 13h aujourd'hui? Écoutez Emmanuel Macron face à Jean-Pierre Pernaut à 13h sur LCI TF1 ou répéter le répertoire des chants révolutionnaires en vue de la manifestation de samedi, la marche Stop Macron? Non, alors ces chants-là, on les connaît bien par ailleurs. Non, je vais regarder l'interview du président de la République avec beaucoup d'intérêt, effectivement, parce que le moment est assez grave. Je pense d'ailleurs que s'il intervient, c'est le signe qu'il en a bien conscience et le signe aussi d'une fragilité, parce qu'Emmanuel Macron comprend que l'opinion est en train de se retourner contre lui. Peut-être il aura fallu presque un an pour que les gens se rendent compte de ce qui est à l'œuvre avec sa politique, c'est-à-dire que plutôt que la révolution qu'il nous promettait, qui était le titre de son bouquin, il y a une mission d'Emmanuel Macron, c'est d'achever un processus qui a commencé avant lui, de pousser le curseur du libéralisme jusqu'à son terme, y compris d'ailleurs en traduisant les directives européennes, c'est le cas du rail mais de bien d'autres. Donc vous n'attendez pas grand-chose de son intervention, si ce n'est qu'il réexplique sa politique, c'est ça? Mais c'est ce qu'il va faire a priori, et nous aurons des arguments à lui opposer. Il est en train d'essayer de mettre en scène, par exemple dans le conflit de la SNCF, une opposition entre les usagers et les grévistes. Alors qu'en réalité, qui sème la pagaille partout dans le pays et le désordre? Si vous regardez ce qui se passe à la SNCF, sème des réformes. c'est bien le pouvoir. Provoque des mouvements Mais sociaux. si vous voulez, ce n'est pas tant des réformes. On est en train de défaire la France, y compris pour satisfaire la directive de l'Europe du fric. C'est ça qui est en cause. Vous savez, ce n'est pas des batailles de conservatisme ou alors les batailles des cheminots pour eux-mêmes ou de certains agents de Conserver service ses public. acquis, c'est une certaine forme de conservatisme. Justement, mais c'est bien là que je veux m'arrêter, c'est qu'on n'est pas sur une bataille qui consiste à conserver des acquis. La preuve, c'est que quand un ministre interpelle un cheminot en disant « mais vous n'êtes pas concerné, votre statut ne sera pas mis en cause », c'est le suivant, les cheminots répondent « mais on ne se bat pas pour nous-mêmes, on se bat pour l'idée du modèle du rail français ». Vous savez, aujourd'hui, on le voit, là où ça a été fait, ça fonctionne moins bien. La question est, est-ce que ce que Emmanuel Macron fait va améliorer le fonctionnement de notre pays? Et on voit depuis 12 mois que ce n'est pas le cas. On va parler des réformes pour ce qui est du village, donc qui se prépare à accueillir Emmanuel Macron et Jean-Pierre Pernaut. Les images nous parviennent en direct, donc vous regarderez l'intervention en pensant qu'Emmanuel Macron ne fera que réexpliquer ses réformes et en attendant peu d'annonces finalement. C'est un exercice de point de vue, communication de sa part et c'est une bataille des idées aussi. Parce que plutôt que de montrer simplement effectivement les conséquences de ce qu'il fait, y compris la grève c'est agréable pour personne, ce n'est pas agréable non plus pour celles et ceux qui la font, ça leur coûte, y compris des journées de salaire. Et pour ceux qui la subissent non plus. Mais bien évidemment, c'est le fait d'un rapport de force souhaité par le pouvoir. Et puis aussi se rappeler peut-être quand même que dans ce pays, la grève a permis de nombreuses choses. Sans doute êtes-vous satisfaite de pouvoir bénéficier de congés payés, figurez-vous qu'ils ne sont pas tombés du ciel. Alors les débats en ce moment ils sont houleux pour la SNCF et pour d'autres sujets. Revenons sur les débats houleux à l'Assemblée nationale hier. Dans vos rangs, Clémentine Autain, donc on va la voir, elle commence à poser une question au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Elle dénonce une fuite en avant autoritaire du gouvernement à Notre-Dame-des-Landes. Au bout de 2 minutes, elle n'a toujours pas fini. Or, le temps de parole pour tout le monde, c'est 2 minutes. Le groupe La France Insoumise refuse la règle et s'en va. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vous répond. C'est ici que l'on débat et l'on n'envoie pas dans les facultés ou à Notre-Dame-des-Landes un certain nombre de gens inconséquents déchaîner une violence que demain on ne pourra plus contenir. Il y a là une forme d'irresponsabilité. Dans la foulée, on le voit, sera ovationné après avoir dénoncé votre irresponsabilité. Oui, alors d'abord sur la question de Clémentine Autain, ce qu'elle était en train de mettre en cause, c'est la surenchère autoritaire de ce gouvernement, qui visiblement est à court d'arguments sur le fond. On parle assez peu finalement, si on parle de Notre-Dame-des-Landes, on oublie de dire que ces dernières semaines, il n'y avait pas de violence à Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement s'était honoré dans sa prise de décision de renoncer à ce projet qui était une gabegie écologique et économique. Pourquoi y avait-il besoin de déployer 2500 gendarmes pour avoir cette stratégie? Attention. Et de reprendre un territoire. Mais je suis persuadé
qu'il y avait tous les ingrédients nécessaires pour une concertation autour de la table et que par ailleurs, parmi les habitants... Vous voyez la réaction des zadistes... Mais vous le dites vous-même, la réaction, parce qu'on envoie 2500 gendarmes et qu'on a une stratégie du conflit. On aurait pu discuter. Vous avez sur la ZAD toutes les capacités pour qu'elle devienne, par exemple, une zone d'agriculture durable avec des gens qui sont des habitants, des exploitants, qui ont un projet à porter. De la même manière, je m'y arrête un instant, sur les facultés. On oublie parfois, à force de parler de là où ça dérape, de ces AG auxquels moi j'ai pu assister, qui sont disciplinés, dans lesquels il y a de la démocratie, où on débat d'idées. On oublie de parler, par exemple, pourquoi les étudiants se mobilisent. Ils se mobilisent contre une sélection à l'université qui vise à adapter le nombre d'étudiants au nombre de places, alors qu'il s'agirait de faire exactement l'inverse. D'autres aimeraient avoir cours. Mais c'est le fait de la démocratie, et c'est le fait de la discussion, et le gouvernement ne le supporte pas. Et comme il est à court, je veux juste terminer, comme il est à court d'arguments, il a besoin de cette surenchère autoritaire. Par ailleurs, politiquement, ça s'analyse. Emmanuel Macron a bien compris qu'il n'y a pas de majorité populaire qui le suit dans son programme, qui est étriqué, qui est un programme de droite s'il fallait faire court. Il est en train de se redéployer pour devenir en quelque sorte le chef de la droite sans le dire. Alors, et donc ces signes autoritaires sont aussi cette manière d'envoyer des signaux à la partie la plus réactionnaire du pays. L'adjectif autoritaire revient beaucoup dans votre bouche quand vous parlez d'Emmanuel Macron. Quand on parle de la France insoumise en ce moment, on parle aussi de violence. Jean-Luc Mélenchon, au sujet de votre marche de samedi, déclare « Une seule étincelle peut mettre le feu à la plaine ». Et vous-même, vous promettez sur Twitter de faire la fête à Macron. Vous n'avez pas peur que la violence de ce vocabulaire ne se traduise dans les faits ? Non, pour la raison que dans notre manière de pratiquer, y compris la bataille politique, eh bien, nous sommes des non-violents, nous sommes des républicains, ça se sait. Nous, on choisit de s'engager en politique parce qu'on pense qu'on ne règle pas les problèmes à coups de bâton, justement, mais parce qu'on les règle par l'argumentation et par la contradiction. Donc, personne ne peut nous faire le procès de dire nous sommes des violents. Et je pense effectivement que si on regarde et si on veut compter les points de ce point de vue-là, la violence et l'autorité, l'excès d'autorité est du côté du gouvernement, qui visiblement a du mal. D'ailleurs, vous voyez, y compris dans les médias, on parle beaucoup des conséquences de l'action du gouvernement et y compris des tensions qui sont en cours. On parle assez peu du fond parce que moi, je le dis, avec n'importe quel contradicteur issu de la majorité en face de moi, très vite, dès qu'on désépaissit le nuage de fumée, il n'y a plus personne. Ce que fait ce gouvernement nous mène dans l'impasse. Et moi, j'ai une grande frustration. Non, il a été élu à la faveur de circonstances particulières. Alors d'abord, tout n'était pas dans le programme. Si vous voulez jouer à ça, regardez par exemple sur le droit d'asile, l'immigration. Ce qui est en train de se faire n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais surtout, Emmanuel Macron a été élu à la faveur de circonstances particulières dans un océan d'abstention, avec un duel face à Marine Le Pen. Par conséquent, il ne peut pas considérer qu'il a eu un blanc-seing. Certes, il est élu et il est légitime, mais il n'a pas le pouvoir de défaire la France comme il est en train de le faire à marche forcée. Voilà. Et c'est ce que les Français voient désormais. Et c'est la raison pour laquelle ils se mobilisent. Et surtout, il faut le dire, pendant qu'on voit ce que fait le gouvernement, la principale frustration, c'est de voir tout ce qu'on pourrait faire de plus intelligent. Emmanuel Macron nous met en retard sur un tas de sujets. Par exemple, sur le projet de la SNCF, on ne parle jamais d'écologie. On vous assène le mot concurrence de manière absolument irrationnelle, comme si ça allait être la solution à tous nos maux, alors qu'on voit que chez nos voisins européens, ça marche moins bien. Il y aurait forcément, non, les réformes ont été faites ailleurs. Non, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la concurrence n'est pas la bonne réponse en tout état de cause et en toutes circonstances. Regardez au Royaume-Uni, on nous avait dit pareil, les prix vont baisser, c'est plus 27%. Ah bon, puisque vous êtes sur la SNCF, si vous me permettez d'en parler, les débats sont houleux aussi à l'Assemblée nationale. La loi de la réforme de la SNCF, elle est arrivée lundi dans l'hémicycle où vous siégez. Vous et vos collègues de la France Insoumise avez fulminé, contesté, interrompu la séance, mais la fin du statut du cheminot à l'embauche a été actée, quelle que soit votre indignation. Donc l'indignation finalement n'a servi à rien. Vous oubliez de dire, et pour être totalement honnête, c'est ce qu'il faut faire, que la France Insoumise n'est pas juste une force de contestation et d'opposition principielle. Vous avez contesté cette réforme. Mais sur la réforme de la SNCF, nous avons surtout 1000 propositions à faire. Écoutez-moi, nous avons bon nombre de propositions à faire. Mais moi et mes camarades qui avons déposé de nombreux amendements, chaque fois que nous les défendons, à chaque fois que nous défaisons ce que fait ce gouvernement, on pose une pierre. Nous avons des propositions à faire. Vous ressentez en tant que député qui vous opposez à la fin du statut de cheminot, et finalement cette fin du statut de cheminot, elle est actée, malgré votre indignation. Mais encore une fois, tout ça a une profonde cohérence. Sur la SNCF, juste un court instant. Ce que fait le gouvernement, c'est non pas de se soucier de l'amélioration du service, contrairement à ce qu'il prétend. Ce que fait ce gouvernement, c'est pas sorti de son chapeau, c'est appliquer les directives européennes qui doivent aboutir à l'ouverture à la concurrence. C'était acté lors du précédent quinquennat. Bien évidemment, parce que pour ces idéologues, quel que soit le secteur, rail, télécom, énergie, ou que demain vous vendiez des poires et des bananes, la concurrence libre et non faussée serait la solution à tous nos maux. Premièrement, nous contestons cela. Mais votre crainte principale, c'était la privatisation. Et le statut, attendez, juste je vous réponds sur le statut. Que fait Emmanuel Macron quand il met fin au statut pour les prochaines embauches? Il envoie simplement un appel d'air aux acteurs du privé qui vont demain se positionner sur ce juteux marché pour leur dire « Vous n'aurez plus à vous encombrer d'un statut. Voilà ce qui est en cause. Est-ce que le statut est utile? Oui, il l'est. Y compris pour la sécurité, parce que c'est un métier pénible encore aujourd'hui. Le statut
le statut. Vous redoutiez, vous soupçonniez le gouvernement de vouloir la privatisation de la SNCF. Or, il a fait adopter un amendement prévoyant que la SNCF resterait à 100% publique et que le capital serait intégralement détenu par l'État. Donc, est-ce que vous n'avez pas été un peu parano sur la privatisation de la SNCF ? Madame Crespo-Mara, vous avez de l'expérience dans l'analyse de la vie politique, peut-être même encore plus que moi. Et vous avez peut-être vu qu'au moment de GDF, on nous annonçait aussi qu'il n'y aurait pas de privatisation. Et vous connaissez le résultat aujourd'hui. Il y a un processus méthodique. Et y compris venu de l'Europe. Ça ne se fait pas comme ça en un seul coup. D'abord, on sépare les fournisseurs des réseaux. Ça a été fait sur le marché de l'énergie. Et regardez, parfois, on crée même de toutes pièces un marché artificiellement. Sur le marché de l'énergie, quand les acteurs privés sont arrivés, ils ont vu qu'ils n'avaient pas les moyens de production pour riposter face à l'acteur historique. L'Europe a obligé par la loi l'opérateur historique à revendre une part de sa production pour que la concurrence se fasse artificiellement. C'est de l'idéologie pure. Est-ce que ça fonctionne mieux ? Non, parce que demain, les acteurs privés qui vont se positionner seront soucieux d'abord et avant tout de rentabilité. Et dès lors qu'on est soucieux de rentabilité, on n'est plus dans le service public et les petites lignes disparaîtront. C'est un vrai risque. Et d'autres positions d'Emmanuel Macron qui vous choquent. Les propos d'Emmanuel Macron sur le lien abîmé entre l'Église et l'État. Est-ce que les différents présidents qui, depuis des années, refusent de s'afficher à la moindre manifestation catholique, de l'Église catholique, tout en se rendant au dîner annuel du CRIF, tout en se rendant aux ruptures de jeûne lors du Ramadan dans les mosquées, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui a abîmé ce lien entre l'Église et l'État ? Alors, je ne pense pas que c'est ça qui a abîmé le lien. Par contre, c'est ça qui abîme la laïcité, parce que la laïcité ne peut pas être à géométrie variable, vous avez raison. Mais en l'occurrence, Emmanuel Macron, là, en rajoute dans la confusion. Parce que quand il dit que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, non, il se trompe. C'est une erreur historique importante. Le lien entre les Églises et l'État, il a été rompu sciemment par la loi de 1905. Non pas parce que nous aurions quelques querelles que ce soit avec des religions, non pas parce que nous mépriserions les religions, c'est tout le contraire. Mais parler avec les religions, c'est pas délaïciser l'État. Mais il faut distinguer le fait de parler avec les citoyens en tant que tels quand on est responsable politique et de s'adresser à un culte. Enfin, la loi de 1905 est claire. La République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Donc, et ce n'est pas une manière d'éloigner la religion. C'est justement la solution que nous avons trouvée pour la paix civile, pour faire en sorte que chacun dans ce pays qui est laïque puisse avoir ses propres convictions religieuses et avoir en même temps cette capacité à faire société tous ensemble. Et puis surtout, disons-le franchement, il y a aussi 60% des Français qu'on nous par-dessus la tête, qu'on nous parle de religion parce qu'ils ne se reconnaissent dans aucune d'entre elles. La Syrie, le régime syrien accusé d'avoir eu recours aux armes chimiques. Vous dites, j'exhorte Emmanuel Macron de ne pas suivre follement les États-Unis qui s'apprêtent à intervenir. Quel est le scénario catastrophe que vous envisagez, que vous avez en tête ? Écoutez, on voit en tout cas que les ingrédients sont réunis sur place pour un embrasement général. Et moi, je considère que notre intérêt supérieur, en toutes circonstances, c'est la paix. C'est la paix, le fait que les armes se taisent. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, pour ce faire, il faut réhabiliter la diplomatie et faire attention aux escalades. D'abord, premièrement, ce qui est en cause. Visiblement, les États-Unis et la France soutiennent que le régime de Damas aurait utilisé des armes chimiques contre son peuple. Si c'est le cas, c'est un crime abominable qui doit être châtié. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc on n'intervient pas militairement, on fait quoi ? On gronde Bachar el-Assad ? Je veux dire une chose, c'est qu'il faut être d'abord certain de l'usage de ces armes et de savoir qui l'a fait. Et pour ça, nous avons besoin de l'intervention de l'ONU, c'est absolument nécessaire. On voit les blocages qui sont en cours. Mais surtout, attention à bien voir, et on l'a vu y compris avec la surenchère sur Twitter de Donald Trump. Alors Donald Trump, on va voir son tweet justement. Il annonce que les États-Unis vont intervenir et mettre en garde la Russie. Tiens-toi prête Russie, les missiles arrivent. Vous préférez vraiment qu'on le laisse seul gérer tout ça ? Non, justement, mais je pense qu'il ne faut surtout pas le suivre aveuglément, parce qu'on le voit bien, derrière le conflit syrien, qui est multifactoriel, les États-Unis visent notamment la Russie et l'Iran. Et c'est pour ça que c'est une véritable poudrière qui, en quelques instants, pourrait nous emmener à la guerre mondiale. Donc, il va falloir châtier les responsables s'il y a eu usage d'armes chimiques, mais nous avons besoin de réhabiliter la diplomatie. Vous savez, l'issue doit être politique. Parce que, honnêtement, celles et ceux qui appellent à des bombardements, quel résultat va-t-il y avoir ? En quoi ça va améliorer, y compris le concours de la paix ? Donc, il y a besoin de la diplomatie. Je vois qu'il y a, y compris des blocages au sein de l'ONU pour qu'on puisse faire avancer cette solution. Il faut que chacun discute avec ses partenaires privilégiés. Je pense que Emmanuel Macron devrait rétablir le dialogue avec les Russes et que les Russes devraient faire pression sur Damas pour qu'il y ait des avancées. Mais attention à ne pas suivre follement, y compris Donald Trump, qui a d'autres intérêts que la question syrienne dans cette affaire. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Votre verve, on l'a vu encore ce matin, votre implication et sans doute votre couleur de cheveux vous valent le surnom de nouveau Cohn-Bendit, Adrien le Rouge. Espérez-vous vivre aujourd'hui votre mai 68 ?
Écoutez, en tout cas, si on fait référence à ce personnage, j'espère ne pas terminer comme lui politiquement, dans la manière dont il se positionne, y compris aujourd'hui. Moi, je retiens plutôt de mai 68, d'abord, un grand mouvement ouvrier qui a permis quelques conquêtes sociales importantes. Et espérez-vous vivre votre mai 68 ? Je pense en tout cas que le pays en a besoin. Parce qu'on est dans une impasse et il faut une issue politique. Et je pense que la mobilisation, la convergence des mobilisations, la convergence y compris des luttes syndicales et politiques et citoyennes doivent permettre une issue politique. Je ne l'espère pas par plaisir de la contestation, mais par frustration pour voir dans quelle impasse nous sommes et tout ce que nous pourrions faire à la place. Je pense qu'il y a besoin de réoxygéner la vie politique dans ce pays, c'est sûr. Merci beaucoup, Adrien Merci à vous. Quatennens. La suite de la matinale avec Pascal. Et il est